des chercheurs à qui j'avais vendu un bel article dans le New York Times et qui me disaient non, ce soir je dois finir une manipulation, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour eux, le Graal, c'est Nature, qui est une publication, si certains d'entre vous l'ont déjà lu, il n'y a pas beaucoup d'images, mais il y a beaucoup de textes. C'est une publication qui est assez difficile d'accès. Et par contre, le New York Times, ça ne les intéresse pas nécessairement. Dans cette jungle, le PFL a des particularités. D'abord, c'est une école très entrepreneuriale. Je mets un esprit compétitif. C'est vraiment, il y a dans la philosophie de l'EPFL quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la start-up. Il faut rappeler que l'EPFL est né en 69, même si à l'origine, il y avait, disons, les scories d'une université cantonale. C'était environ 1000 collaborateurs en 69, donc elle est vraiment née en 69. Elle a eu des présidents successifs, dont Patrick Kébicher depuis 2000. J'ai mis le mot leadership, c'est indéniable que c'est un vrai chef. Je fais partie de ces chefs, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. C'est des chefs qu'on aime avoir, c'est des gens qui ont tout le temps des idées. C'est des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, donc c'est sûr que si vous ne répondez pas à votre mail à 6 heures, il y a l'impression que vous foutez rien. Mais ce sont des gens qui ont des idées, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui connaissent leur dossier, ce sont des gens qui ne sont pas seulement des leaders charismatiques, ce sont aussi des gens qui savent faire partager leur passion, ce sont des gens qui comprennent toutes les cultures d'une université, du professeur jusqu'au balayeur. Ils savent parler tous les langages et j'allais dire des patrons comme ça, j'en ai pas eu souvent. C'est une jeune école. C'est très international, donc si vous ne parlez pas anglais à l'EPFL, vous êtes un peu perdu. Mais alors c'est un anglais international, c'est-à-dire que les Anglais souvent nous regardent et disent « Vous dites quoi là ?» Parce qu'évidemment c'est un anglais d'étranger, donc c'est pas un anglais... J'ai 3 anglophones dans mon service qui me disent « Mais c'est pas de l'anglais ce que vous faites ». Alors dans cette jungle, on a évidemment des caricatures qui sont nos homo industrialus, scientificus, politicus ou journalistus, mais on en a plein d'autres. On va rajouter les étudiants, etc. J'ai toujours à cœur que mes journalistes apprennent à les comprendre. Si on ne comprend pas l'attente, alors évidemment Chiara, elle connaît les homo politicus mieux que moi, mais enfin moi je les appréhende aussi au quotidien. Il faut les connaître, il faut savoir comment ils fonctionnent. Le scientifique, il faut savoir intrinsèquement ce qu'est son moteur, ce qu'est son essence. Le journaliste, c'est pareil. Souvent on dit communicateur, journaliste, c'est 2 mondes totalement séparés. Dans la réalité, c'est rarement le cas. Et le journaliste, si vous le comprenez, si vous lui donnez une bonne histoire, si vous lui donnez une histoire qui est crédible, qui n'est pas exagérée, si vous parlez franc avec lui, il parlera le même langage. Mais il faut juste savoir que le journaliste lui-même, il doit le vendre au rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, il doit le vendre à son patron de TA Média ou de Ringier, etc., etc., et lui à son actionnaire. Donc si vous ne comprenez pas toute la chaîne de valeur de vos interlocuteurs, ça peut être très compliqué. Alors une fois qu'on sait nager, il faut savoir écrire. Donc nous, on a une attention particulière sur le fait d'écrire nos propres partitions. Il y a des gens, des communicateurs qui font appel à des agences très coûteuses. Nous, on écrit tout, on écrit notre stratégie chaque année, on la réécrit chaque année. On considère qu'il ne faut jamais s'asseoir sur ce qu'on a fait et on essaye toujours de réinventer nos idées. Alors, pompeusement, voilà, ça c'est un peu quelques idées qu'on brave tous les jours dans notre stratégie de com. On part toujours d'un socle de référence qui est d'abord la stratégie de l'école. On ne part pas de rien, on ne part pas de notre propre stratégie j'allais dire qu'on créerait dans notre petit coin. On essaye déjà de partir de ce que la direction nous offre comme socle de référence et puis on essaye d'imaginer des actions, on essaye de façonner notre image. On a essayé de façonner depuis 2006 une image, on essaye de cibler. On a fait un gros travail notamment pour être plus présent dans les médias alémaniques, parce que le PFL c'est une école fédérale et que bien longtemps on a oublié que voilà, les 2 tiers de nos députés ils étaient à l'Est et qu'on les avait un peu oubliés. Donc par exemple à l'époque on ne traduisait pas nos communiqués en allemand, on ne s'intéressait pas du tout, on snobait totalement les journalistes de l'NZZ et les autres qui nous snobaient tout autant. Donc on s'est mis d'abord à traduire, et pas seulement à traduire en allemand, mais aussi à traduire dans la culture zurichoise, bâloise, ce que l'on faisait. Et ça commence à payer. Maintenant, ça paye dans les 2 sens, parce que quand vous êtes connu, après, vous avez évidemment tous les effets feedback de la notoriété. Donc maintenant, on gère les problèmes. Tout à l'heure, j'étais avec 3 journalistes en même temps qui nous demandent pourquoi on fait des projets militaires ou des choses comme ça. Donc on doit toujours expliquer ce que sont les nuances entre un projet financé par la US Navy et un projet qui éventuellement a des connotations plus militaires. Mais donc
Le quotidien, c'est ça, c'est de travailler sur des priorités que vous développez. On a évidemment un énorme accent sur la notoriété internationale. On a mis l'accent sur 6 pays principaux, notamment les USA, qui sont la Mecque des universités. Enfin, il faut bien le dire, si vous regardez les classements européens, les 20 premières universités sont américaines. Alors on peut critiquer ces classements, enfin, c'est la réalité aujourd'hui. On a évidemment ciblé beaucoup certains pays européens, notamment ceux qui sont liés à notre projet sur le cerveau, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et puis on travaille notamment avec le Japon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises japonaises qui sont intéressées par la Suisse, avec laquelle ils ont, disons, des cultures communes. Et on essaye d'attirer des entreprises japonaises en Suisse pour faire évidemment des partenariats. Donc nous, on appuie notamment nos directions industrielles, notre vice-présidence à l'innovation, pour l'aider à créer un socle de notoriété dans les pays dans lesquels elle va négocier des accords avec des entreprises. Mais si vous, c'est ce qu'on dit toujours, il y a une espèce de double assertion. Si vous n'êtes pas présent dans les journaux que ces dirigeants ont en main, ce sera très difficile de négocier un accord plus tard. Donc on travaille beaucoup sur la notoriété publique. On y arrive parfois bien, mais par exemple pour pénétrer le marché américain, il a fallu beaucoup de coups et de stratégies assez rusées pour exister. Parce que pour les Américains, bon, il y a l'Europe, une espèce de vieille tâche moyenâgeuse. Après, au milieu de ça, il y a la Suisse. Bon, c'est Suède, Suisse, Swaziland. Pour eux, c'est vague. Éventuellement fromage. Et puis, dans la Suisse, il y a le PFL, Lausanne. Bon, Lausanne, c'est plus un jet d'eau. Enfin, c'est pas ce que c'est. Mais Lake Geneva, mais enfin, c'est à Lausanne. Tout ça, c'est compliqué pour eux. Donc, ils n'ont pas cette lecture-là. Donc, vous devez exister, sachant que vous n'avez pas derrière vous un socle de notoriété nationale qui vous aide nécessairement comme certains grands pays. On n'a pas une diplomatie qui nous permet d'exister à l'échelon mondial de manière évidente. Donc, on doit vraiment trouver des coups pour exister sans... voilà, de manière rusée. Après, on s'organise. Ça, je parlais un petit peu d'organisation, c'est évidemment essentiel. Donc ça, je passe un peu en... Bon, donc j'ai mis en place une stratégie en 2007, on a essayé des choses. Moi, je dis toujours, quand on démarre un mandat, il faut vendre à son patron. On a 2 mois pour vendre un plan. Parce qu'après, vous avez une cote à 100%. Puis évidemment, normalement, elle doit un petit peu diminuer. C'est normal, il y a l'usure, c'est comme dans un couple. Donc il faut... si vous passez le cap de l'amour fou... vous avez ce capital. Donc, au tout début, moi, je demande toujours mon argent au début. Parce que je sais qu'au début, j'ai un crédit maximum. Et puis après, bon, une fois que vous avez fait des choses bien, il y a un cercle vertueux, si ça se passe bien. C'est comme dans le couple aussi. Il y a un cercle vertueux et ça redémarre. Mais, disons, vous avez peu de temps pour... Donc, moi, j'en ai profité quand je suis arrivé. J'ai demandé un maximum de moyens. Et Bichère m'a regardé. Il m'a dit, ouais, bon, t'es sûr? J'ai dit, ouais, ça va être génial. Et puis ça a marché. Alors, j'espère qu'il ne le regrette pas aujourd'hui, mais en tout cas... Donc aujourd'hui, on tient le même cap. On a un petit peu modifié nos priorités. Maintenant, j'allais dire, depuis 7 ans, on a fait d'énormes... On reste petit. Hein. Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que le PFL. Hein. Notamment, il y a des gens qui pensent que c'est la European Professional Football League, parce qu'ils ont les mêmes lettres. On a essayé de les faire radier, on a essayé mais bon, c'était impossible. Le foot contre la science, c'est le foot qui gagne. Donc on a essayé de récupérer, mais enfin, disons, on est encore inconnu dans beaucoup d'endroits. Donc il y a encore du progrès, mais maintenant qu'on a passé une certaine épreuve de la notoriété internationale, tout le défi, c'est de gérer ça. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, on a une notoriété très forte qui nous génère beaucoup d'articles parfois négatifs, parce qu'on a envie de détruire les idoles. C'est comme quand Federer perd un match, on dit ah ben là il est blessé, il est en pleine dépression. Donc dès qu'on a un petit problème, on a fait la une, par exemple, de certains journaux, parce qu'on avait taches de moquette sur notre bâtiment phare. J'ai bien les taches de moquette. Hein. Donc, le bâtiment était en pleine déshérence, il était en train de... C'était le Rolex Learning Center. Enfin, alors là, vous ne savez pas comment... Vous essayez de tout faire, mais enfin bon. Donc vous savez, quand vous avez une communication très positive, vous avez un contre-courant négatif que moi je monitore, parce que je fais tout un monitoring de mes articles médias. Donc je sais très bien, quand j'ai un énorme hit dans les médias en Suisse, je sais que 2 jours après, j'ai systématiquement des emmerdes. Donc toute ma semaine en général est bloquée quand... Voilà, donc on a mis beaucoup l'accent sur la notoriété. Maintenant, on essaye de construire de nouveaux appuis, de nouveaux relais, parce que la communication, c'est une histoire de relais. Vous n'êtes pas tout seul, vous utilisez des tonnes de gens. D'abord, nos relais principaux, c'est les scientifiques. Sans les scientifiques, on ne ferait rien. C'est eux qui font la matière première, c'est eux qui font vivre la notoriété de l'école. Nous, on n'est que des accélérateurs, et sans ces gens-là, évidemment, on ne ferait pas notre travail. Mais on essaye d'utiliser d'autres relais. Les axes forts, on peut dire...
pour nous, c'est les relations médias, c'est un peu notre spécialité. Chacun, quand on cuisine, chacun son... Alors nous, c'est notre cuisine asiatique à nous, c'est les relations médias. On a une identité visuelle qu'on estime forte, mais disons, on essaie d'avoir un parti pris assez jeune, assez différent, assez disruptif. On a tous une passion pour la science, ça c'est chez nous une marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas faire de la communication trop commerciale. On essaye vraiment moi, tous les journalistes que j'ai engagés, tous les gens qui font de l'événementiel, c'est des gens, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous lisez des magazines scientifiques? C'est bête, mais moi, quelqu'un qui vient pour faire de la communication, ça m'intéresse beaucoup moins que quelqu'un qui vient de n'importe quel environnement, mais qui aime la science. Si on n'aime pas sa matière première, quel que soit l'événement, on aura beaucoup de mal à la vendre. Donc, on a vraiment une passion pour la science, et on a une super équipe, on a une tradition aussi du ciblage, on sait, c'est ce que je dirais souvent, on sait dire non, on utilise des relais, ça c'est pour nos ambitions, notamment médias, on travaille avec des relais aux États-Unis, au Japon, etc., qui nous aident à placer les sujets. On fait de l'interculturalité, si on veut. Ils nous aident à placer nos sujets dans les médias. C'est-à-dire que vous n'écrivez pas un communiqué de presse en japonais comme vous l'écrivez pour quelqu'un de San Francisco ou de Boston. Donc vous devez vraiment travailler à le cibler, à le réécrire. Et ces gens-là nous aident à utiliser les bons relais. Alors la présence média, comme je disais, elle est grandissante. On a parfois des hits. Ça, c'est le travail sur la moelle épinière de Grégoire Courtine. On a fait plusieurs fois la une de certains grands journaux américains. On nous avait dit que jamais on ferait la une. Donc c'était mon pari. Moi, j'aime bien lancer des paris dans mes équipes. Alors après, je dis à mon patron, t'as vu, j'ai fait la une de New York Times. Il dit, ouais, mais enfin, quand on aura fait 3, on fera quelque chose. Après que j'en fais 3, il me dit, ouais, à 10, promis, on fait quelque chose avec l'équipe. Donc bon, je leur dis ça à chaque fois. Maintenant, ils y croient plus. Donc je leur achète des Panettone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aime bien ce petit jeu. Pour nous, c'est un jeu. Faire la une d'un journal, d'un grand journal, c'est comme un jeu. On essaye de trouver la bonne histoire, on essaye de bien la raconter, on essaye de faire des visuels, on essaye de vraiment travailler. Et d'abord, notre premier travail, c'est d'aller identifier les histoires. Parce que le chercheur ne vient pas à vous naturellement. Il ne vient pas vous dire « j'ai une super publication ». C'est vous qui devez aller chercher dans le labo. Donc nos équipes passent en tout cas un bon tiers de leur temps dans les labos. Ils regardent, ils fouillent, ils écoutent, ils posent des questions. Parce que le chercheur, a priori, comme j'ai dit, son premier moteur, c'est la publication scientifique. La communication large, c'est pas un moteur. Alors il y en a, pour certains, c'est un moteur essentiel. Donc ceux-là, vous devez plutôt les calmer. Parce qu'eux, ils se rêvent dans les médias tous les jours. Mais la grande majeure partie des gens, ils font leur travail, ils sont passionnés, mais c'est pas leur moteur numéro 1. Après, on essaye de maîtriser un effet qui est très important dans les médias, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez généré, une fois de plus, c'est une science humaine, hein, c'est une science humble, il y a des jours où on se casse la gueule, on pense que ça va marcher, ça marche pas du tout. Je me rappelle qu'une fois, on avait fait un sujet sur la lèpre aux États-Unis. Donc on avait identifié une des causes de transmission de la lèpre à l'homme, une recherche qui était faite sur notamment des études épidémiologiques en Alabama. Et en fait, ils ont réussi, tous les journaux américains ont réussi à réécrire le sujet pour faire penser que c'était l'Alabama qui avait fait la recherche. Enfin, c'est un classique, ça. En général, c'est les Français qui nous font le coup. J'espère qu'il n'y a pas de Français dans la salle. Mais en général, les Français s'arrangent toujours quand on a un communiqué de presse pour placer un chercheur français ou interroger un chercheur français pour parler du sujet. Donc, il y a écrit un tout petit en bas à droite, École Polytechnique. C'est tout juste, il n'y a pas écrit Paris. Mais donc on doit... Je suis français d'origine, hein, donc moi, je peux me permettre de critiquer mon ancienne patrie. Mais donc on doit essayer de chercher les bons relais, on doit essayer de maîtriser l'image jusqu'au bout, sachant qu'on essaie toujours de profiler un brand qui s'appelle EPFL et pas, on le traduit jamais, donc c'est parfois compliqué parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Donc école polytechnique en anglais, ça veut rien dire pour eux, parce que polytechnique ça veut dire plutôt école technique et pas université. Donc on doit toujours travailler avec un brand qu'ils connaissent pas nécessairement et chercher les bons relais. Et une fois que ça marche, c'est-à-dire une fois que vous avez attrapé une personne, par exemple le patron de l'agence de presse américaine, c'est une personne à Genève qui fait toute l'agence de presse américaine. Sur 7 personnes, là vous sortez la bonne bouteille, si cette personne fait un article, vous avez automatiquement 200 000 views sur YouTube dans les 10 secondes, parce que ce sera repris par tous les blogs, par toutes les grandes... donc vous avez au minimum 30 articles dans la presse américaine. Et donc sur une personne repose l'attractivité et l'effet boule de neige qui après va se produire au travers des blogs et des autres sujets. Donc parfois ça tient à peu de choses. Alors pour ce qui est de la communication, on est assez classique, on a un site web, on a un journal interne et un magazine scientifique qu'on est en train d'essayer d'élargir à l'échelle européenne.
Bon, enfin, ils ont rien. Vous pouvez vous abonner. Ils sont à part ça tout à fait passionnants. Mais j'allais dire, il n'y a rien de très original dans ces structures-là. Comme je l'ai dit, la communication, c'est une addition de personnes. C'est rien d'autre. Alors je dis ça aussi parce que moi, je suis un self-made man de la communication. Donc j'estime que c'est un travail de sciences humaines, c'est un travail de perception, un travail de culture, de passion, de test. Alors pour cette addition, il faut quand même quelques conditions cadres. D'abord, il faut un bon président. J'ai eu des mauvais présidents, mais enfin, je ne les désignerai pas. Mais alors là, j'ai la chance d'avoir un bon président charismatique. Donc pour vous, vous branchez Patrick Ebichère, vous mettez le bouton on, et là, vous pouvez rester chez vous. Il n'y a rien à faire. Il est tellement bon que, quelles que soient les conditions, je ne l'ai jamais vu vraiment se planter sur un sujet. Donc ça, c'est déjà un énorme morceau de votre travail. Il faut aussi un président ouvert aux nouvelles idées, parce que notre métier, c'est aussi d'essayer de déranger un peu. C'est aussi d'apporter parfois des approches un peu disruptives, un peu tranchantes, un peu nouvelles, parce que les gens, ils développent une immunité contre la com. C'est-à-dire qu'à force de servir toujours les mêmes événements ou les mêmes types de brochures, les gens en auront ras-le-bol. Donc il faut toujours trouver de nouvelles idées, et il faut trouver en face de vous des gens qui les écoutent. Il y a un truc qui est essentiel dans mon métier en tout cas, c'est que la com soit rattachée à la direction. Si vous avez une com qui est rattachée au 2e niveau, moi je siège tous les lundis en séance de direction, alors je peux rester dans mon coin et rien dire ou parler, comme j'aime bien faire, mais c'est essentiel, parce que c'est comme ça que vous pouvez connaître toute la substance de l'école, vous pouvez connaître les tensions, les malheurs, les problèmes, les joies, vous pouvez comprendre les enjeux politiques. Si vous n'avez pas cet accès-là, c'est très difficile. Moi, j'ai vécu différentes situations où j'étais patron de la com à différents niveaux. C'est pas une question de narcissisme. Enfin, je dis ça pour mes prédécesseurs, parce que moi, j'ai la chance d'entrer dans ce poste. Et mon prédécesseur était déjà à la direction. Et c'est important. C'est vraiment important, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment défendre les dossiers. Et puis, il faut un groupe de gens passionnés, ça je l'ai dit. Excusez-moi. Et c'est essentiel. Il faut aussi un porte-parole 24/24. Bon, là, en l'occurrence, c'est mon travail, mais mon prédécesseur faisait la même. Il faut un bon téléphone. 24/24, alors la chance d'avoir, quand vous avez un seul porte-parole, ce qui est bien, c'est que si vous dites une bêtise, elle sera répétée 10 fois. Donc il vaut mieux un bon porte-parole qui répète 10 fois la même bêtise que 3 porte-paroles qui répètent des bêtises différentes. Car heureusement, les journalistes ne vérifient pas toutes les bêtises qu'on raconte. Heureusement, on n'en dit pas trop quand même. On vérifie quand même nos chiffres et nos sources. Mais c'est vrai que de concentrer tous les sujets, on a à peu près 2 demandes d'interview par jour. Sur ces 2 demandes, il y a certaines qu'on peut... parfois c'est 10, aujourd'hui c'était 5 par exemple. Donc parfois c'est juste une demande d'expert, mais très souvent c'est je veux parler à Philippe Gillet, à Patrick Ebichère, à Marc-André Bercla ou à d'autres. Donc on essaye de passer le plus possible la parole à ces gens. Et nous on est les fusibles. C'est-à-dire que quand c'est un sujet plus tendu, plus pénible, à ce moment-là c'est moi qui réponds. C'est formidable. Donc voilà, un prof a piqué dans la caisse, hop. Si c'est un sujet pénible, c'est mon rôle de servir c'est-à-dire je dois protéger la direction, c'est mon métier, puis j'adore ça. Donc quand c'est des sujets, par exemple hier c'était, vous avez des chaires de recherche sponsorisées, ça, les journalistes suisses alémaniques adorent. Alors ils sont persuadés que le grand capital cache dans les contrats de sponsoring des chaires des clauses tout à fait mystérieuses. Alors il faut défendre le fait que non, la liberté académique du chercheur est protégée, que non, Nestlé ne commandite pas une étude pour dire que le lait est vachement bon pour la santé. Qui est vraiment, donc il y a des croyances et vous devez combattre ces croyances, mais avec des faits très concrets. Donc mon travail, c'est de répondre à ça. Et puis il faut aussi tenir compte de la loi de Murphy qui veut que les ennuis viennent le vendredi soir. Toujours. Donc il ne faut pas prévoir des soirées en famille le vendredi soir, ça ne marche pas. C'est toujours le vendredi soir que vous avez des emmerdes. On essaye de partager notre passion. Vous me dites si j'explose le timing. Hein. Bon. La première chose, c'est qu'on utilise beaucoup de visuels. Ça vient de mon ancienne vie où je faisais beaucoup de films. Et les gens adorent ça. Ils adorent les infographies, ils adorent les visuels. Souvent, quand on fait un communiqué de presse, il n'y a pas d'image, on sait qu'il a moins d'impact. Donc on fait à peu près systématiquement avec le communiqué de presse soit une belle photo, soit des photos de labo, soit une infographie. Très souvent, on fait une infographie. Parce qu'une fois de plus, une image vaut 1000 mots. Parfois, nos images, c'est des trucs très techniques qu'on ne peut pas comprendre. Quand vous avez, par exemple, une photo d'un plasma quantique, magnifique, hein, plasma quantique. Pour un chercheur, ça veut dire quelque chose, mais pour
Pour d'autres, c'est plus abstrait. Donc on travaille beaucoup avec des visuels. On travaille, ça c'est un petit film, je ne sais pas s'il marchera, mais on travaille beaucoup avec des vidéos. Donc on fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Je ne sais pas s'il va se lancer, mais... hop. Bon, si ça ne marche pas, je vous le projetterai à la fin. On fait beaucoup de petites vidéos qui durent 2-3 minutes. C'est des vidéos qui sont réalisées par nos journalistes. Donc je fais des journalistes JRI, ils sont journalistes reporters, et ils ont appris à faire de la vidéo, et ils font ça très bien, et ils adorent ça. Et on leur a appris à faire toutes sortes vraiment à maîtriser le visuel, parce que très souvent un rédacteur scientifique, un journaliste scientifique ne maîtrise pas l'aspect visuel. Et une fois qu'il maîtrise la palette... Parfois, on invente aussi des idées. Par exemple, ça, c'était pour nous faire connaître dans le Moyen-Orient, puisqu'on a une antenne à Ras Al Khaimah. Donc, comme là-bas, il n'y a aucune culture scientifique. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 journaux, dont 3 ou 4, 2 ou 3 disons, de langue anglaise. Et il n'y a pas de section scientifique. Rien, zéro. Il n'y a pas de culture scientifique, il n'y a pas de journaliste. Donc, la science, là-bas, n'existe pas autrement que par les journaux étrangers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a financé et réalisé nous-mêmes une petite chronique de jeux de sciences où on a pris des questions, j'allais dire, tout à fait ordinaires, des questions concernantes sur la science expliquée aux habitants des Émirats, sur pourquoi est-ce que la toche blanche vous protège de la chaleur, et puis avec un petit concours à la clé, puis on a mis en tout petit notre nom. Il faut savoir être discret parfois. C'est comme dans le luxe, plus vous êtes petit et plus votre valeur augmente. Et ça a très bien marché. Et ça a créé beaucoup de jeux, de questions, d'intérêt pour le projet. Alors que là aussi, on n'avait pas grand-chose à raconter parce que scientifiquement, on était au tout début. Mais on a meublé l'espace et on a créé un intérêt pour la science. Je vous ai parlé de la présence média en Suisse. Alors, en quantité, c'est à peu près 10 articles par jour. En moyenne, enfin, c'est plutôt 15 à 20 parce que l'été, il ne se passe pas grand-chose. Le nombre de citations, c'est aussi ce qu'on regarde beaucoup, évidemment. Moi, la quantité compte beaucoup moins que la qualité, parce que là-dedans, il y a évidemment des articles négatifs, il n'y a pas que des articles positifs. Mais ce qui compte, c'est aussi la taille des articles. Ce qui vous permet de mesurer votre réputation, c'est par exemple de savoir combien de fois vous avez votre titre dans le titre de l'article. Alors, là, on voit, ça a encore augmenté, on est passé à 327. Ça prouve, alors on mesure depuis 2006, donc on a évidemment un suivi très, très fort. En Suisse, c'est sûr qu'on a une notoriété très grande, parfois écrasante, parfois pénible à gérer, parce que les gens ont l'impression, il y a une espèce d'overdose, ils ont l'impression que tout est EPFL. Donc, moi, j'ai des copains qui me disent « Ah, tu nous gaves. Chaque fois qu'on ouvre la page, il y a écrit EPFL. L'impression que tout a été inventé par l'EPFL. Il y a une start-up, c'est encore l'EPFL. » Alors, parfois, il faut savoir dire « Non, mais il n'y a pas que les start-up. Les entreprises créent beaucoup d'emplois. » Ce qui est vrai, les start-up créent peu d'emplois. Elles créent de l'émulation, elles sont rachetées, mais elles créent peu d'emplois. C'est les entreprises qui créent des emplois. Donc parfois on est obligé de nous-mêmes, on fait même des faux communiqués. Jusque-là, on fait des communiqués pourris dont on sait qu'ils ne seront pas repris. Ça, c'est des communiqués pour éteindre notre... Mais on est obligé de faire ça. Ça, c'est une de mes stratégies perverses. Mais c'est utile parce que on fait des communiqués sur des sciences complètement abstraites qui sont repris par personne. Le chercheur est content et puis on a calmé le paysage. Alors une fois qu'on sait nager, une fois qu'on sait écrire, après on essaye de bouger les frontières. D'abord, la communication pour moi, tout est communication, j'allais dire, et tout est rien. Et la communication, moi je n'ai pas une foi absolue dans la communication, je fais ça par jeu, mais j'ai pas l'impression que je sauve des vies. Donc d'abord, je considère que c'est un jeu comme un autre, mais je me sens très humble par rapport à certains métiers. Les chercheurs font un travail beaucoup plus utile que le mien. Mais ceci étant dit, pour être efficace en communication, il faut parfois savoir un peu sortir de notre domaine. Donc très souvent, on s'est intéressé à des questions comme les constructions, comme le marketing scientifique, comme la signalétique. On utilise beaucoup la signalétique. Aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui peut être très inventif. On s'intéresse à la culture, on s'intéresse à plein de sujets, au brainstorming, enfin on lance plein d'idées. Et il faut savoir parfois sortir de votre cercle de base. Ça, c'en est un exemple. Ça, c'est une idée qui a germé dans notre petit cercle. C'est un pavillon qui va être construit en 2014, qui est un pavillon laboratoire des musées du futur. C'est-à-dire qu'on va développer des techniques de muséographie avec des technologies. Enfin, on va faire 2 expos par an avec une vingtaine d'œuvres d'art et sur lesquelles on va travailler à développer des technologies qui permettront d'augmenter
disons, le plaisir de regarder des tableaux, que ce soit par des technologies de projection contextuelle, qu'en fonction de ce que vous faites, ben voilà, on vous raconte le tableau avec des superpositions d'informations, soit sur vos lunettes, soit sur les murs, soit par des comparaisons, par exemple de la cinématique, ou la cinétique qui permet de voir comment un tableau abstrait a été construit point par point, comment le peintre a... donc on essaie de travailler des techniques qu'après on exportera dans les musées. Donc ça c'est un projet qu'on a totalement imaginé, qui a évidemment une forte composante communication. Et puis voilà, on imagine plein de choses et on le lance et ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment pas de la communication, mais pour nous, il y a évidemment après des retombées en termes de communication qui sont très utiles. Alors il y a un truc qui évidemment nous est très cher à nous, c'est qu'il faut, on dit toujours à mes collègues des autres universités qui sont évidemment jaloux, me disent « Ah, t'as plein de moyens, allez, t'as des millions là pour faire ça ». Alors je leur dis non, d'abord parce que Bichère, il sait très bien, et ça c'est une culture que je trouve très importante, il nous donne peu d'argent, il nous dit « Vous trouvez l'argent, vous voulez faire des projets, trouvez-le ». Il le dit à tous les services, et je pense qu'il a raison, parce que dans les services publics, on a tendance à toujours à demander plus, à consommer toujours le 31 décembre, c'est le bon moment pour tout dépenser. Et ça, c'est une culture un peu perverse. Et lui, il a pris l'habitude très saine de dire « Vous voulez monter des trucs, trouvez l'argent ». Donc on a appris à dire non. On apprend à dire non à des projets. On fait environ 1000 événements par an. On en faisait 1300. Quand j'ai repris le secteur événementiel en 2010, on en faisait 1400. J'ai dit, mais on ne peut pas continuer, c'est pas Disney. On va pas 1400 événements sur un campus comme le nôtre, c'est énorme. Donc on a travaillé à diminuer le nombre d'événements pour nous concentrer sur des événements de qualité sur lesquels on accueille nos hôtes qui viennent du monde entier, qui peuvent être des présidents. Là, on a le président de la Corée du Sud, qui peuvent être le président allemand l'année dernière, Al Gore, enfin, etc. Et ces gens-là, évidemment, ils créent, ils participent à la notoriété, ils vous amènent des partenariats. Et donc avec 7 personnes, on fait à peu près 1000 événements. Donc il faut aussi parfois savoir couper des choses. Alors la com, souvent on dit, mais parce que les autres services n'aiment pas voir que la com se développe, donc ils disent, ouais, mais ça sert à quoi? Donc si vous n'avez pas un minimum de statistiques et de monitoring, moi je travaille beaucoup sur le monitoring, parce que je pense qu'il faut toujours, tous les 3 mois, comme je dis, là, votre code descend auprès de la direction, donc tous les 3 mois, il faut faire un petit bilan. Nombre de views sur YouTube, et ça, il faut remonter votre code. Après, vous pouvez retravailler pendant 3 mois tranquillement. Donc, il faut toujours un peu accumuler des stats. Alors là, par exemple, c'est notre site web. Alors, sur notre site web, je vais essayer un deuxième essai périlleux. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurai pas de chance, mais c'est pas grave. On essaye de faire des statistiques, notamment de fréquentation. Donc, on travaille avec des outils qui permettent de mesurer les clics sur la page web. Donc ça, vous voyez les taches en blanc et en rouge, c'est l'intensité des clics sur les différentes portions du site web. Et ça vous permet de voir voilà, si votre site fonctionne, comment il fonctionne, ce qui fonctionne bien. Ça, par exemple, c'est une chronique de questions de science. Donc la question du jour, par exemple, c'était pourquoi la fourmi a deux abdomens? Je suis sûr que vous ne savez pas. Alors, le premier, c'est pour se nourrir, et le deuxième, c'est pour nourrir la reine. Magnifique, hein. Et donc ces questions de science, vous allez rigoler, c'est ce qui génère le plus de clics sur la page d'accueil du site web de l'EPFL. Quand je l'ai lancé, les chercheurs m'ont dit ouais, c'est bien, c'est bien. C'est des questions toutes bêtes, mais les gens adorent ça. Et donc ça vous permet de prouver que la science vulgarisée, ça plaît. Les gens aiment ça. Par contre, évidemment, les clics de navigation, les boîtes de recherche, c'est évidemment essentiel, mais ça vous permet de prouver un peu ce que sont vos intuitions. Donc la boîte de recherche reste évidemment le clic numéro 1. On monitore évidemment beaucoup nos réseaux sociaux. On est assez présent, voire même très présent. On a environ, voilà, vous avez les stats ici, mais on génère environ, sur une vidéo, on peut générer 200 000 à 300 000 views en 3 jours. Donc les vidéos, ça marche très très bien. C'est un énorme accélérateur de visibilité, y compris sur le plan média. Donc là, c'était en 2011-2012. Vous voyez que les premiers consommateurs de nos vidéos, c'est notamment les États-Unis, la Suisse, le Canada et le Royaume-Uni. Et les Russes. Alors, on n'explique pas toujours tout. Et puis, un dernier aspect, après j'en aurai fini, sachant que les Russes qu'on accueille parlent très mal anglais, il faut rester critique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un peu de détachement par rapport à votre métier, c'est difficile. La première, c'est que souvent, et ça peut être le cas en Valais, mais ça a été le cas dans beaucoup de partenariats qu'on a montés, il y a ce que la communication, c'est jamais nécessairement, quand on négocie un partenariat, on ne vous dit pas j'ai des attentes en matière d'image, c'est secondaire. Dans la réalité, vous vous apercevez avec le temps que les gens ont beaucoup plus d'attentes en termes d'image que vous ne le pensez.
Et si vous ne travaillez pas, quand un milliardaire vient qui finance une recherche sur l'oreille ou n'importe quoi, enfin une recherche quelconque, il commence par négocier la propriété intellectuelle, le cadre de la recherche, etc. Mais avec le temps, vous apercevez que ces attentes sont aussi beaucoup plus en termes d'image, en termes de notoriété, d'associer son nom à la science, et aussi d'avoir un retour sur ce qui se fait. C'est-à-dire, une fois qu'il a compris que le chercheur était dans un labo, qu'il faisait des publications, évidemment, il y a une phase de déception. Il se dit, mais enfin, ça sert à quoi là? C'est quoi l'output? Et donc, vous devez travailler à mettre en scène ce que fait le chercheur, le traduire, le rendre compréhensible, mais aussi montrer voilà, que la recherche, c'est des petites briques de progrès infinitésimaux qui, en s'additionnant, peuvent faire des briques plus grandes. Et donc, vous devez travailler à passer ce qui est non verbalisé en quelque chose, à travailler à ce lien entre la réalité académique et les attentes non verbalisées. Ça, c'est essentiel, parce que sinon, vous générez pas mal de problèmes. Dans les sujets qui marchent, alors, du froid au moins chaud, ce qu'il faut au plus chaud, c'est des exemples, mais alors, souvent, les chercheurs nous demandent de publier de faire la une de notre site web pour parler de leurs conférences. Alors, il faut savoir que leurs conférences, sur l'échelle d'excitation de n'importe qui, c'est au plus bas. Le nouveau cours, c'est tout petit peu plus chaud, mais ça reste très bas. Les nominations de profs, c'est tiède. Et la signature d'un accord, ça marche bien, mais si vous signez un accord à 2 millions aujourd'hui, et Bichir, il en rigole toujours, mais un accord à 2 millions, comme les journaux sont évidemment gavés de ces accords, à 2 millions, ils ne regardent même plus, ils passent la feuille. Donc si vous n'avez pas un accord à 450 millions... Donc les accords institutionnels, à chaque fois une espèce de surenchère. Et par contre, ce qui marche le mieux, c'est les petits robots. C'est les robots, un petit robot chat qui grimpe sur le toit. Vous avez 300 000 views, 14 journaux, on a bousculé le monde. Donc vous ne comprenez pas, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc vous pouvez après dire le monde est mal fait, le monde est... etc. Mais c'est la réalité. Il faut connaître l'échelle de température. Et puis, je finirai justement sur une petite note sur l'anticipation, qui est un peu le cas du Valais, dans des projets comme ça, où effectivement il y a une phase de signature, une phase voilà, où il y a un engagement fort, il y a une passion, il y a des rencontres entre des acteurs, et c'est très très fort. La communication, alors au début, elle a la vie facile, elle fait des communiqués, tout le monde vient, c'est génial. Et puis après, il y a une phase de trou, de vide, où il faut nommer les profs. Nomination d'un prof, ça peut prendre 1 à 2 ans, parce que c'est extrêmement complexe, il y a des quantités de comités de nomination, c'est beaucoup plus long qu'on le pense. Puis après, il faut construire, il faut remplir les labos, il faut publier, vous ne publiez pas, le type il n'arrive pas le premier jour et hop, là, il a sorti son papier Nature. Donc ça prend du temps. Donc vous devez meubler. Meubler, ça veut dire, je dis, les lendemains de fête, les lendemains de fête, il faut créer de l'activité, et c'est ce qu'on va essayer de faire ici en Valais, c'est de montrer qu'avant que vous les voyez, nos profs, nos chercheurs, que les combinaisons de génie entre la HES et le PFL donnent des fruits. Il faudra qu'on entretienne la flamme, qu'on l'entretienne le mieux possible, pour pas que vos collègues, vos élus se disent « mais alors le PFL, c'est quoi cette histoire ?» Et la maturité, après, sera le feu d'artifice. Donc on a une petite idée, enfin, je dis ça, comme on est tout près de la gare, on aimerait bien monter un petit pavillon provisoire ici, pour faire une exposition. Ça, c'est des idées toutes bêtes, toutes simples. C'est déjà d'être présent physiquement, même avec une tente, mais d'être présent, de montrer que ça existe, de montrer nos profs, des expos. On est obligé d'être présent physiquement d'une manière ou d'une autre pour remplir le temps. Voilà, je finis juste sur quelques tendances que moi, je ne suis pas un grand intellectuel de la science, mais je suis plutôt un artisan de la com. Moi, ce que je trouve dans les tendances actuelles, ce qui est très fort, ce qui est souvent, disons, mes pattes, c'est l'importance du brand. La marque aujourd'hui, quand vous avez une belle marque, parfois ça m'énerve même un peu. J'ai été patron de la com de l'UNIL. Quand je fais un papier, le même papier fait par l'UNIL, l'Université de Lausanne ou le PFL, pour le même papier, je vais faire 10 fois plus de retombées. Simplement parce que la marque plaît aux gens, aux journalistes. Et c'est vrai que la marque, c'est important. Donc cultiver une marque, la rendre exigeante, ça a un impact énorme. La marque de vos projets, la marque de... Et ça, enfin, il faut comprendre ce que c'est que le brand management. Le deuxième, c'est que les frontières entre les formes de communication sont toujours plus floues. Il y a plus... Aujourd'hui, enfin, il y avait des gens qui étaient spécialistes de ceci ou de cela. On s'aperçoit que dans nos façons de pratiquer la communication, il faut être de plus en plus généraliste, il faut maîtriser tous les aspects visuels, textuels, narratifs, événementiels, et que la communication, elle peut être présente partout, et que la frontière devient de plus en plus floue.
La troisième, c'est qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, des formes d'immunisation. Les gens sont parfois un peu gavés de communicants ou de communication. Souvent, quand j'ai un journaliste au téléphone, il me dit voilà, j'aimerais parler à monsieur Tartampion. Je lui dis ah, mais c'est moi qui vais répondre sur le sujet. Alors je sens un grand silence, genre ah merde, je dois parler au porte-parole, alors qu'il essaie évidemment d'éviter le porte-parole. C'est sûr que les communicants, je connais tous mes chiffres par cœur, tous les discours sur tous les sujets, j'ai les petites fiches sur tous les trucs un peu compliqués. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir un discours un peu lissé, un peu passe-partout. Donc il y a une forme d'immunisation qui fait que les gens, que ce soit les journalistes, mais aussi le grand public, ils en ont ras-le-bol. Donc ça, il faut en tenir compte. Il faut aussi savoir, et moi je dis, il faut être plus naturel. Enfin, la communication doit aussi savoir s'effacer pour une matière plus brute. Parfois, il faut rester un peu dans l'authenticité, plus que dans le calcul. Et je pense c'est payant. Voilà, j'ai fini. Je suis désolé, j'étais un peu long, mais voilà quelques petites idées. Oui. En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on peut encore les applaudir parce que c'était vraiment... super de surveiller les clics et vos titres demain matin. Comme vous allez voir. J'espère. Et puis, vous avez parlé d'authenticité. C'est vrai que dans Valais, on communique aussi. On communique avec certaines valeurs, avec de l'émotion. Et très content de pouvoir vous connaître, de mes collègues féminines du comité, de vous remettre aux trois intervenants un petit présent. Voilà comment on communique au Valais. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Ouais, je vous en prie. Merci. Voilà, moi j'ai juste deux choses à vous dire avant de passer bien sûr à la partie affective. C'est déjà vous remercier pour votre participation, vous remercier pour la participation sur toute l'année. On arrive à l'approche des fêtes, on va pas se revoir en effet, peut-être individuellement, mais vous donne le rendez-vous, le premier rendez-vous 2014 qui sera le 21 janvier. On va reprendre le thème Valais Valis. On va enlever malheureusement le piétel et la chaise. Mais on va. Le prochain rendez-vous, c'est déjà sur le site. Il y aura du contenu qui va arriver, mais il faut déjà noter 21 janvier. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir le buffet préparé par la Maison de Province.